ravie de recevoir Lexi pour son livre Une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités, qui est sorti le 10 février dernier chez Marabout. Bonjour Lexi. Bonjour. Donc, c'est un ouvrage qui sort toutes les questions liées aux transidentités des sphères privées et professionnelles. Il y a une vraie exigence de complétude, de précision, tout en étant abordable, notamment dans l'écriture, accessible à tous. Il a une dimension éducative, sociale et culturelle, comme on va pouvoir le voir dans l'interview. Le genre est un sujet de plus en plus débattu, mais souvent maladroitement. Le point fort de cet ouvrage, c'est que tu en sois directement l'auteur. Lexi, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, j'ai 25 ans, je suis formée à la base en histoire de l'art. J'ai notamment fait une partie de mes études ici à Tours. Ensuite, j'ai fait l'école du Louvre et en fait, dans ce parcours qui a mené à non seulement comprendre des sociétés, comprendre ce qu'elles ont pu produire, mais qui m'a aussi amené à faire de l'anthropologie. J'ai aussi compris que j'étais trans. Et en fait, la superposition de ces deux parcours, un très universitaire, mais qui amène à comprendre comment une société s'organise et se construit, et un plus personnel, qui m'a amené à questionner ma place dans la société. Il y a eu une rencontre des deux sujets qui m'a fait vouloir comprendre mon identité dans un spectre plus grand, historique, temporel, social, culturel. Et c'est un peu comme ça qu'un certain nombre des questions et des thèmes qui sont abordés dans le livre sont arrivés. D'abord de façon très confidentielle pour moi, et puis en développant un parcours de militantisme, de pédagogie, d'échange avec d'autres personnes, qu'elles soient trans ou non. Ces questions, j'ai pu déjà les enrichir de la réflexion de plein d'autres personnes, les partager, créer aussi de la pédagogie autour d'elles. Et c'est comme ça vraiment que l'ossature du livre est arrivée. Ton investissement à transmettre ton expérience, il a commencé donc il y a 2 ans à travers la création de ton compte Instagram Aggressively Trans. À quelle occasion tu as créé ceci ? Alors c'était très, encore une fois, très personnel. Ce qui est assez drôle, c'est que maintenant on est des dizaines de milliers sur ce compte et qu'à la base j'ai vraiment fait presque de façon très égoïste en un sens. C'est que j'étais ici à Tours pendant les fêtes de Noël. Et après des mois de messages violents sur les réseaux sociaux, mais que ce soit dans un cadre d'application pour faire des rencontres, que ce soit sur Instagram, sur même Facebook, même sur des groupes de parole étudiants dans mes promotions. Et en fait, il y a eu un trop-plein. Il y a vraiment eu le trop-plein de me dire, en fait, j'ai passé des années à concrètement me détester, parce que je ne m'autorisais pas à être moi-même. Et maintenant qu'il y a cette libération personnelle qui est un épanouissement assez incroyable, je vais continuer à recevoir de la haine. À quel moment je vais avoir le droit à une forme d'apaisement ? Et c'est une sorte de conscience que quand on est ouvertement trans dans cette société, on continue à recevoir de la violence physique, verbale, émotionnelle, qui m'a fait dire qu'il fallait la rendre à un moment. Pas la garder pour moi parce que c'était un trop-plein beaucoup trop violent à subir. Et j'ai commencé par montrer les messages sur Instagram, vraiment à l'idée de vous permettez, en pensant qu'il y a une impunité d'envoyer ce genre de messages à des personnes trans, je les montre. D'autres personnes trans ont ensuite partagé leur expérience, ce qui montrait que ça faisait système, que c'était pas moi dans mon petit coin qui pouvait subir ce genre de choses. Et le fait de comprendre cette question d'un système de violence, ça a amené aussi à vouloir en parler, à vouloir le décrypter, plus juste montrer. Et c'est comme ça que tout le travail d'écriture s'est fait sur le compte. Ça a été un travail quotidien, à vrai dire. C'était beaucoup plus chronophage que ce que je pensais au début, mais c'est aussi très enrichissant. Avec le livre, ça permet d'élargir aussi le public. Mais est-ce que tu te rends compte, à chaque fois que tu postes quelque chose, il y a des attentes en fait. Il y a des attentes dans le sens où il y a, je pense, un besoin dans notre communauté de pouvoir parler. Et on manque encore d'opportunités pour pouvoir le faire dans un contexte qui soit bienveillant et qui permette une écoute en retour de ce qu'on va pouvoir dire. Parce que le fait de parler de transidentité, de son parcours de vie, d'essayer de l'analyser d'un point de vue social, c'est pas nouveau, je l'ai pas du tout inventé. Des décennies de militants, de militantes le font. Mais c'est vrai que le contexte d'écoute en retour manque. On parle souvent de libération de la parole, je crois que ce qui se libère plus, en fait, c'est l'écoute en retour. Oui, il y a des attentes qui existent, ça c'est sûr, et pas que dans notre communauté. Je crois que ces questions autour de ce que c'est le genre, comment il se structure, des expressions encore trop peu vues dans notre contexte, il y a une vraie curiosité de la part des personnes cisgenres. Et en un sens, je crois qu'il est important de la canaliser, cette curiosité, parce qu'elle
s'expriment souvent de façon très peu courtoise, on va dire. Et que je pense que le fait d'avoir des comptes Instagram de personnes trans qui déposent un savoir, qui en même temps engagent dans de l'échange, dans de la discussion, ça permet d'avoir des repères clairs où tout le monde peut trouver des réponses en fait. Dans le livre ou sur Instagram, à chaque fois, tu cherches vraiment à montrer le quotidien des personnes trans, parce que c'est finalement la meilleure façon de lutter contre la stigmatisation, déconstruire les préjugés, et puis sortir du cadre émotionnel qui est souvent recherché, y compris dans les médias. Oui, beaucoup. L'idée du livre, c'était d'en faire à la fois un objet qui permettrait de ressentir des choses, c'est pour ça qu'il y a des passages à la première personne, mais en même temps d'en faire un objet de recherche, qui revienne quand même à du factuel, à de l'objectif, parce que c'est quelque chose qu'on nous retire beaucoup. Il y a de plus en plus de documentaires, il y a une visibilité qui s'accroît, mais qui est souvent très orientée dans effectivement le côté témoignage un peu larmoyant, qui, s'il est révélateur de plein de choses, de ce que c'est être trans au quotidien, détourne les narrations autour des transidentités d'un point de vue de l'aspect politique, de l'aspect intercommunautaire, parce que les personnes cisgenres sont en fait concernées par ce qu'on vit, pour en faire seulement une sorte de narration très mélodramatique, très théâtralisée, et qui est complètement isolée de tout contexte social. C'est ce qui est bien justement dans le livre, c'est que tu fournis notamment tout un lexique. Oui. Parce que tu expliques que c'est important d'avoir le bon vocabulaire et que quand on est trans, on n'échappe pas aux questions intrusives, à la curiosité. Finalement, quand on est trans, on est presque obligé d'être pédagogue. Oui, on m'a déjà demandé si être trans, c'était devenir obligatoirement militant ou militante. Je crois pas. Par contre, c'est devenir obligatoirement pédagogue à plein de moments. Où on s'y attend d'ailleurs le moins, ce qui fait que c'est très déstabilisant. Il y a quand même un monde entre le fait de se comprendre et de pouvoir en parler de façon claire pour tout le monde. Quand on me demande ce que finalement c'est être une femme, si moi je peux en être une, j'ai envie de retourner la question et dire à une personne cisgenre, qu'est-ce qui te donne la certitude que tu es cisgenre, que tu as ton genre. Et en fait, c'est pas plus simple pour une personne cisgenre de répondre finalement. La pédagogie, c'est aussi un travail qui demande à rester calme, qui demande aussi à s'être beaucoup analysé, à avoir aussi une certaine capacité à transmettre un certain lexique de base, et que c'est beaucoup de travail qu'on nous demande quand même pour juste pouvoir exister dans l'espace public. Ça met en avant les carences de l'État, et pas seulement en termes de pédagogie. La question centrale du livre, ça reste quand même la norme. Et en France, on vit dans un système culturel et social où la majorité biologique est érigée en norme. Il y a un vrai retard de l'État en termes d'inclusion et en termes de soutien, que ce soit financier ou autre. Oui, c'est certain. Je crois que effectivement, la question de la norme, elle est, de toute façon, elle devient centrale pour plein de questions sociales. Les questions d'identité racisée, de racisme, c'est aussi finalement la question qui revient, qui est le fil rouge. Je crois que ce qu'il faut répéter, c'est que le souci, c'est pas qu'il y ait une majorité qui existe, parce que ça, c'est un état de fait. Le souci, c'est qu'il y ait une superposition d'une concentration de pouvoir et d'un système qui ne voit que la majorité. Parce que la réalité, c'est qu'il y a plein d'autres choses qui existent. Et qu'à partir du moment où ça existe, ça doit pouvoir avoir la même place, ou en tout cas avoir sa place. Créer une place qui est nourrie de débats, de discours, de rhétorique extrêmement violente sur notre état mental, la validité de nos corps. Je ne comprends pas qu'on puisse objectivement trouver ça juste ou éthique. Je crois que ce qui est en jeu, c'est effectivement la vision qu'on a de ce que c'est une société en France, qui est quand même très spécifique, avec cette idée sans cesse au centre d'un universalisme qui serait une réalité, alors qu'il suffit de, je crois, aller voir de l'autre côté de la frontière chez nos amis belges pour comprendre qu'une société, c'est plein de choses ensemble. Et que, en fait, le voir, le reconnaître et créer une mosaïque qui fonctionne comme un tout, c'est pas une menace. Des journées comme celle du 31 mars, de la visibilité trans, ou celle du 20 novembre, la commémoration du souvenir trans, est-ce que ça a une vraie importance dans la lutte ? Oui, pas que ce soit des journées de lutte particulières, en sens où c'est un peu plus des fenêtres de visibilité sur le travail qu'on fait au quotidien pendant toute l'année. C'est encore nécessaire parce que plein d'associations, je pense à Outrance, je pense à Acceptez Transgenre, je pense à Chrysalide à Lyon, font un travail qui devrait être celui de l'État,
avec des moyens qui sont dérisoires, qui reposent beaucoup aussi sur l'entraide communautaire. Et c'est un travail qui est très invisible, alors qui permet d'assurer la survie des membres les plus précaires de la communauté. Ça a été encore plus vrai depuis la pandémie, avec un abandon de l'État qui avait quand même refusé d'allouer des nuits d'hôtel aux jeunes personnes queer qui subissaient des violences à la maison. Et en fait, ces journées qui ont vraiment un label, journée internationale qui utilisent les mots clairs de nos identités, les noms clairs de nos identités, ça reste des fenêtres qui attisent la curiosité et qui permettent une visibilité particulière, notamment des médias. Et de ce point de vue-là, c'est très important. C'est tous les ans vraiment des moments de contenu spécifique par des personnes qui ne sont pas concernées. Et cette transmission des informations, des combats, des réalités par des alliés, par des médias qui ne sont pas spécialisés, ça permet de focaliser la conscience et l'attention, et on en a vraiment besoin, oui. Je voyais que même en France, parce que du coup c'est la journée internationale de la visibilité trans, ça a été instauré d'un point de vue international en 2009, et en France seulement en 2018, donc il y a déjà... Oui, et ce qui est très surprenant, c'est que pour certaines choses, la France a su réagir à temps, entre guillemets, et pour d'autres, c'est encore une lutte pas possible. Par exemple, pour la journée contre les LGBT-phobies, le 17 mai, la France a été le premier pays, quand il y a eu une journée spécifique contre la transphobie dans ce cadre-là, à retirer la transidentité de la liste des maladies mentales. L'OMS a attendu 10 ans de plus, donc je ne sais pas ce qui fait qu'on a des moments où on arrive à pouvoir parler, on arrive à pouvoir obtenir certaines choses, et qu'à côté, il y a d'autres moments où c'est vraiment une lutte pour rien. C'est le cas pour les questions de transidentité, mais plus largement les questions d'identité queer. Encore cette année, on a vu qu'il y a eu une grande initiative pour mettre un terme aux thérapies de conversion, et vraiment avec un relais chez des célébrités, des personnes publiques, des textes extrêmement clairs rédigés par des survivants et des survivantes. Et quand quand cette initiative a été portée au gouvernement, Elisabeth Moreno a juste dit que ça ne serait même pas lu, même pas regardé, même pas étudié. Je ne comprends pas ce qui fait qu'il y a une difficulté pour certaines choses quand à d'autres moments on arrive un peu à se faire entendre. Le livre, il comprend une partie historique, oui. Car contrairement aux idées reçues, l'existence des personnes trans, c'est pas du tout récent. Non, du tout. Et j'ai lu que c'était la partie que tu avais préféré écrire. Oui, c'est vraiment une déformation professionnelle pour le coup. C'est que tout ce moment de rencontre entre le fait de pouvoir historiciser des questions qu'on considère très actuelles, très individuelles, relatives à une vraie subjectivité, ça a été très libérateur pour moi personnellement. Parce que c'est très empouvoirant, ça fait se sentir beaucoup plus légitime, ça fait se sentir exister dans le temps long, ce qui, je pense, est un repère nécessaire socialement à tout le monde, en fait. Et puis, je crois que c'est aussi un argument extrêmement efficace à plein de stéréotypes sur ce que c'est qu'être trans, que ce soit les idées de caprice, les idées de nouveauté, les idées d'un lien à une société qui perdrait toutes ses valeurs. Et aussi à des questions plus intersectionnelles, comme le fait de dire qu'il n'y a pas de personnes trans noires, par exemple. Je crois que c'est vraiment un objet d'étude scientifique qui permet de contrer beaucoup de violences. Et puis d'un point de vue juste intellectuel, je trouve ça passionnant. Aujourd'hui, pour toi, la principale revendication ou les principales revendications, ce serait quoi? Est-ce que faire réagir l'État, qu'est-ce qu'il y aurait à ça en fait clairement partie. Il y a un besoin d'action politique, mais il y a aussi un besoin du sentiment que les politiques sont concernés. Parce que, comme on parle de racisme d'État, il existe une vraie transphobie d'État qui est vraiment nourrie d'un néo-eugénisme qui est insoutenable. Il faut déjà revoir le besoin que nos politiques se sentent concernés, que c'est un sujet politique sur lequel ils ont jusque-là tout il faut. Donc le côté politique est nécessaire, mais je crois qu'il y a aussi un côté qui l'est peut-être pas tant que ça, qui est vraiment le fait de faire de l'éducation. Je crois que vraiment le fait de pouvoir en parler, en faire un sujet de discussion, dédramatiser avec les plus jeunes, dont certains sont concernés aussi et ont besoin d'entendre ces sujets abordés pour leur épanouissement personnel dans les contextes de sociabilisation que sont l'école. Il y a un besoin vraiment de créer des moments de parole et de pédagogie. Il faut réfléchir à la question de l'autodétermination des personnes concernées, à savoir que quand on parle des transitions, qu'elles soient médicales ou qu'elles soient administratives, sociales, il faut que les mesures
pour ces transitions, elles soient prises pour nous et pas d'après des considérations, des regards qu'on porte sur nous. Et ça demande à complètement réformer le changement de prénom, le changement de mention de genre à l'état civil, l'accès aux traitements hormonaux, l'accès aux chirurgies, sur lesquels des agents extérieurs comme la sécurité sociale ont plus le droit de parole que nous. Ton livre, il est encore tout récent. Est-ce que ça t'est venu l'idée de dire je vais l'envoyer un peu partout? Alors, moi, non. En tout cas, pas à des responsables politiques, mais la maison d'édition s'en charge. J'ai pas eu de retour en France, mais je sais qu'en Belgique, il est plus utile à ce niveau-là. Ce qui, je pense, dit des choses sur l'inaccessibilité de nos responsables. Je l'ai conçu comme pouvant être lu par tout le monde, et j'estime que nos responsables politiques sont pas mieux éduqués sur ces questions-là, donc je vous invite à le lire. J'aime beaucoup la couverture du livre parce qu'elle résume assez bien les transidentités, parce qu'on voit la diversité des drapeaux. Ça témoigne du coup de toutes ces nuances, cette façon de vivre son genre, sa sexualité. Il n'y a pas de portrait type en fait. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette couverture? C'est une étape assez amusante à faire quand on crée un livre. Il y a vraiment les premières étapes où on monte un dossier avec vraiment des notes d'intention, on fait un premier sommaire. Et quand quand c'est validé, qu'on commence à écrire son texte, assez rapidement, il y a aussi tout le packaging, si on peut dire, qui va avec. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait en complète discussion avec, dans ce cas-ci, mon éditrice, qui a un regard et une expérience sur ce qui existe en termes de publication, les tendances aussi, il y a des vraies tendances sur les typographies, sur les couleurs, et avec les graphistes de la maison d'édition de Marabout. C'est vraiment quelque chose qui se fait en échange. Je sais que je voulais quelque chose qui fasse joyeux, qui fasse coloré, mais qui soit sérieux. Et de là, on m'a proposé, moi, de choisir des palettes de couleurs, de choisir des typographies, et on se met d'accord entre nous sur dans ces propositions, ce qui est le plus cohérent, ce qui est le plus vendeur aussi, parce qu'il y a cet aspect-là qui existe, ce qui rentre aussi dans les tendances de ce qui est édité dans le moment. Donc c'est comme ça que ça se fait. Et l'idée des drapeaux était un peu le moyen qu'on a trouvé pour graphiquement lier le contenu et l'emballage, et en même temps dynamiser et jouer sur les couleurs. Donc ça s'est vite imposé finalement, et tout le monde fait des compliments sur la couverture, donc c'est que le choix était pas mal. Est-ce que tu as eu, toi, d'un point de vue culturel, des livres qui t'ont permis d'avancer, des livres, des films que tu conseilles en général? Beaucoup plus de livres. Les films ont pu être utiles sur le coup, mais c'est vrai que ça a toujours été des trucs utiles au premier visionnage, et en les revoyant avec un peu plus de bouteilles, j'ai toujours été très déçue par ce qui se fait au cinéma sur les questions de transidentité, parce qu'encore une fois, c'est plus le regard des personnes pas concernées qu'on retrouve dans les documentaires, ce qu'on évoquait sur la dramatisation, sur le côté très subjectif, et que en fait, c'est pas dans des histoires de meurtre, c'est pas dans des histoires de violence transphobe que je veux me voir représenter. Par contre, des livres, oui, autant des choses très accessibles, je pense à la BD Appelez-moi Nathan, qui, moi, m'a pour le coup semblé très vivante quand j'étais en tout début de transition, que des choses un peu plus lourdes comme les écrits de Paul Preciado, qui est un sociologue, un philosophe, qui est en plus un homme trans, qui écrit énormément de choses sur notamment l'importance de l'éducation, ce qu'on reçoit, quel héritage de genre on porte, et comment ça laisse des stigmates quand on est trans, comment ça crée parfois une espèce de double identité avec laquelle on peut avoir du mal à faire la paix. Donc Paul Preciado, ça a été très important. Il y a aussi Monique Wittig, qui pour le coup ne parle pas de transidentité dans ses écrits, dans sa sociologie, qui parle plus d'orientation sexuelle, mais d'un point de vue politique. Et je trouve que la réflexion de politiser son identité, en la transposant à mon identité de genre, pour le coup, pas mon orientation romantico-sexuelle, ça a été très utile pour me dire que je pouvais avoir une place et que j'avais des choses à dire. Parce qu'on a plutôt tendance à se dire qu'il ne faut pas trop parler, il ne faut pas trop prendre de place quand on est trans. Et je crois que c'est aussi quelque chose de très construit, cette position. Et quelque chose qu'on veut garder en l'état.
Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses, et il y a de plus en plus de choses qui se font. Récemment, il y a une BD qui est parue chez Casterman qui s'appelle Le genre, cet objet trouble de la discorde ou du débat, je ne sais plus exactement pour le titre, et elle est géniale. Comment t'en es arrivé à être publié chez Marabout? Comment ça a été un chemin difficile Non, j'ai eu beaucoup de chance. Je pensais pas à publier. Ou alors je pensais publier un jour dans ma vie, mais de l'histoire de l'art, en rapport à mes études. Parce que pour le coup, c'est un peu quand on écrit un master, quand on fait de la recherche, ça fait partie du programme. Je pensais pas du tout être publié autour de mon compte Instagram ou autour des questions de transidentité, parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait la possibilité dans l'industrie de la publication le moyen d'apporter quelque chose qui serait pas très édulcoré, ce que j'avais pas envie de faire. Et quand on regarde ce qui est publié, c'est souvent plus du témoignage, de l'autobiographie. Et ça non plus, j'avais pas envie de le faire parce que je crois que ça serait pas intéressant à lire. Donc voilà, c'était pas quelque chose qui me venait à l'esprit. Et un jour, complètement par hasard, j'ai reçu un mail d'une agente littéraire qui me proposait d'écrire une note d'intention et qu'elle proposerait à plusieurs éditeurs et éditrices qui étaient déjà un peu en attente de ce sujet-là. J'ai pas répondu à son mail tout de suite parce que j'ai cru que c'était une arnaque, à vrai dire, genre j'y ai pas cru. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas. Mon éditrice chez Marabout, quand elle a reçu la note d'intention, a tout de suite été très empressée, très enthousiaste. Et puis ça s'est fait comme ça. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que je mesure à quel point, sur ces questions militantes, sur ces questions politiques et sociales, énormément de personnes ont beaucoup de choses très pertinentes à dire et ne trouvent pas d'écho dans les maisons d'édition. Donc j'espère que ça pourra être peut-être une porte d'entrée et montrer que ça peut être des succès d'édition parce qu'apparemment il marche bien pour d'autres personnes. C'est vraiment un guide Oui. Pour tous. Il y a quelques moments où je parle à la première personne, où je pars d'un sujet factuel qui est mentionné, où j'en donne mon avis, où je parle de l'impact émotionnel que ça peut avoir sur soi. Mais à vrai dire, c'est des passages qui n'étaient pas du tout prévus dans la première version du texte. J'avais pas du tout écrit de passage où c'est moi qui parlais. Parce que c'est quand même un ouvrage qui est nourri par mon expérience universitaire, en master, en histoire de l'art. Donc c'était très... à vrai dire, la première version était très sèche. Donc voilà, on l'a animé un peu par ça. Et puis mon éditrice m'a aussi encouragé à parler comme je parle sur Instagram, qui reste quand même assez factuel, mais avec un ton qui ose aussi être un peu en colère, qui ose parfois utiliser aussi un peu d'humour. Donc ça a été une synthèse de cette expérience militante et humaine et universitaire. Comment tu vis du coup cette nouvelle expérience? Je crois qu'il y a eu 6 mois d'écriture et là il y a la promotion du livre. Est-ce que tu peux nous parler de la réception du public? Oui, alors il devait y avoir 6 mois dans mon contrat et parce que pandémie, j'ai eu 1 an pour l'écrire. Ce qui est honnêtement beaucoup mieux parce que il y avait une volonté d'essayer d'être exhaustif, ce qui n'est jamais possible, mais on a quand même essayé et le temps de recherche a déjà pris 6 mois. Juste pour trouver les sources, pour vraiment les exploiter, pour les traduire parfois, ensuite en faire une synthèse, puis les commenter, puis rajouter plein d'autres choses. Donc ça a été un travail assez colossal. Et la réception derrière a été beaucoup plus positive que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des levées de boucliers, non pas parce que mon travail allait être hyper visible, mais parce que c'est quand même un ouvrage de chez Marabout, qui est une énorme maison d'édition. Et que de fait, il y allait avoir une visibilité qui dépasse la visibilité que je peux avoir moi sur Instagram. On a essuyé quelques critiques assez violentes, mais il fallait s'y attendre de toute façon. Et par contre, beaucoup de libraires ont été très enthousiastes. Quand on a commencé à en parler avant la publication, il y a eu une vraie attente qui s'est construite dans le temps, à la fois dans la communauté, ce qui était ma crainte. J'avais très peur de décevoir, et j'ai pas eu de retour en ce sens-là, donc je croise les doigts, mais aussi chez des personnes cisgenres, dans des familles, des personnes juste curieuses, et pour le coup, ça, je pensais pas que ça serait recherché, que ça serait lu par des personnes qui étaient juste curieuses du sujet. Et le fait d'avoir ces profils très différents dans le lectorat, c'est extrêmement flatteur. Je peux que souhaiter que ça entraîne le fait que ces personnes lisent d'autres choses sur le sujet, que ça diversifie aussi la volonté de se renseigner. Et que ça change un peu aussi des fois les mentalités. Dans l'idéal.
Cette vidéo, elle est préenregistrée du coup pour une diffusion le 19 juin à l'occasion de la Marche des Fiertés. Est-ce que tu as quelque chose de prévu ce jour-là? J'espère aller marcher. Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire et c'est toujours des moments qui, humainement, sont très très chouettes parce que c'est en même temps des moments qu'on a créés festifs, qu'on a rendus festifs et qui restent fondamentalement politiques. Et pouvoir unir les deux quand au quotidien on est surtout dans du politique et que c'est pas facile et que c'est assez dur à mener et qu'on a des réactions très violentes, c'est quand même l'occasion de se faire plaisir. Donc je vais aller marcher. Pour finir, est-ce que tu as un projet en cours, une autre idée Des idées, il y en a plein. Je réfléchis au deuxième livre, mais je pense peut-être prendre un peu plus mon temps. Il y a mes études aussi que j'avais mis en pause pour écrire qui reprennent. Et puis on est encore en promo. La promo en Belgique va commencer bientôt, donc c'est beaucoup de choses. Et puis j'aimerais aussi, et je suis en train de mettre en place des actions militantes un peu plus sur le terrain après avoir été très théorique et beaucoup dans le papier. Merci Lexi. Merci à vous.